Bertrand, vous êtes un de ces témoins. Vous avez pris la parole publiquement à Marseille, je crois, c'est cela. Et vous avez été aussi reçu en entretien individuel pour témoigner. Donc un témoignage qui vient plus de 30 ans après celui d'Eva Thomas, mais le contexte est un peu différent. Vous ne prenez pas la parole seulement dans un tribunal ou sur un plateau de télévision ou dans un livre. Vous le faites dans un contexte public aux deux sens du terme, en présence d'un public et auprès d'une institution créée par le gouvernement, une commission. Et donc peut-être pouvez-vous nous dire un mot de ce que ça fait de témoigner et de savoir que ça va s'inscrire dans quelque chose de plus large que soi. Oui, effectivement, bonjour d'abord. J'ai effectivement pris la parole dans la réunion publique qui a eu lieu à Marseille en avril 2022. Je n'y suis pas allé pour parler. Je suis allé pour écouter. Je suis allé pour me rendre compte de ce que tout le monde aujourd'hui peut dire, peut lire. C'est qu'on n'est pas seul. Et j'ai entendu une première personne témoigner, puis une deuxième, et puis le micro passait. Et puis finalement, je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé la parole. Le micro est arrivé et j'ai pu, pour la première fois de ma vie, parler de ce que j'avais subi très longtemps avant, parce que j'ai 54 ans, j'avais 8 ans et demi. Alors évidemment, je ne suis pas resté muet 45 ans, hein. Sinon je ne serais pas là, c'est très clair. Je serais sans doute... j'aurais pas raté mes coups. La parole qui a circulé ce jour-là, c'était absolument pas du courage de ma part. C'était juste parce qu'en fait, ce que je venais d'entendre était tellement violent que me taire aurait été lâche. Donc il n'y a pas de courage à ça, c'était juste de la survie. C'était juste me dire, mais puisque les pouvoirs publics ont créé cette commission, puisque j'y suis allé délibérément, je dois donc avoir confiance enfin dans ce que les pouvoirs publics ne m'ont pas donné auparavant. Alors c'est vrai que les pouvoirs publics, en matière de justice, on est encore dans l'archaïsme d'une certaine façon. Et je compte bien effectivement sur les conclusions de la Civis que nous avons tous dévorées, lues, relues, archi-relues, et qu'on va tenter de comprendre et d'accompagner l'interprétation dans les sphères publiques. Mais je reviendrai sur la question des propositions dans un instant. Être ce jour-là à la commission, à la réunion publique, c'était effectivement... réellement partager avec d'autres tout ce que les autres avaient vécu et ce que moi je pouvais dire. Et je l'ai dit d'ailleurs d'une façon, je crois, relativement simple, non pas pour raconter toute mon histoire, mais le point d'étape de ma vie par rapport à la question de l'inceste. Vous avez dû tous, je suppose ici, regarder le film qu'Emmanuel Béard et Anastasia Mikova ont coproduit et qui a été diffusé fort tard, il y a un peu moins de 2 mois. Le début, elles ont repris les mots que je leur avais livrés. Et je disais, aujourd'hui, je peux parler de l'inceste que j'ai subi par mon père quand j'avais 8 ans et demi, parce que pendant plus de 20 ans, j'ai vécu dans la honte, dans l'enfermement, dans la culpabilité et dans la peur de sa violence. La peur, c'est ce qui m'a amené à me taire pendant plus de 20 ans, puisque je n'ai pu parler qu'à 31 ans, 30 ou 31 ans, 30 ans. Et la peur, c'est ce que j'ai ressenti jusqu'à une période extrêmement récente, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il soit mort pour que je commence à ressentir un soulagement et à ce que la question de la peur soit totalement dissipée. La question du témoignage, vous en comprenez évidemment toutes et tous sa portée, elle est forcément singulière. On a chacun notre parcours, mais on a des points communs sur les mécanismes de l'inceste. C'est-à-dire qu'on a subi ce qu'on a subi, mais les années qui suivent sont communes à nous tous, et à nous toutes, bien sûr. Et
malheureusement plus d'ailleurs à nous toutes qu'à nous tous. Ces années-là, ce sont ces années où on cherche de l'aide sans vraiment la demander. Ce sont ces années où on pense que on est visible de cette honte. Donc on se cache d'une certaine façon. Chacun sa façon d'exprimer ses mots. En ce qui me concerne, le paravent était magique, servi par l'école. Conforme-toi à ce qu'on attend de toi. Donc, pas de problème. Et puis, quand j'ai loupé une marche, ça n'a pas posé de problème. On disait que j'étais pas assez mature pour l'adolescent que j'étais, sans chercher à plus comprendre. Donc, la question de témoigner si longtemps après, elle est arrivée à quelques mois après l'annonce du décès de notre père. Et c'était aussi à la fois pour mieux comprendre tous les mécanismes que j'avais vécus et que je pensais être toujours encore le seul à avoir vécu, de me rendre compte avec cette réunion publique que finalement, on n'était pas très nombreux à Marseille. Hein. Pour une ville de 800 et quelques mille habitants, si on était 40 à témoigner, c'était un maximum. Mais c'était de me rendre compte que finalement, il y avait enfin, pour moi devenu adulte, un endroit, un espace où parler. Et d'une certaine façon, affronter cette peur que j'ai eue aussi en arrivant, j'ai failli partir. Les gens qui étaient dans la tente, dans la cour, c'est comme s'ils lisaient sur moi victime, c'est comme s'ils lisaient sur moi inceste, c'est comme s'ils lisaient pauvre mec. C'était une envie d'aller toujours devant en me disant mais si les pouvoirs publics ont mis en place quelque chose, il doit y avoir possibilité de discuter. Et la discussion a commencé pas du tout au moment de la commission publique, parce qu'à la commission publique, j'ai pu délivrer mon message non préparé, un peu comme aujourd'hui, sauf que je sais exactement ce que je veux vous dire. Délivrer ce message, et ensuite ça a été de téléphoner, alors un petit peu plus tard, c'était même assez longtemps après, au numéro vert de la Civise. On m'a demandé ce que vous savez peut-être, si j'avais besoin de quelque chose, de quoi je voulais parler, pourquoi j'appelais. J'ai pu exprimer auprès d'une personne extrêmement à l'écoute les raisons pour lesquelles j'appelais, et le motif c'était en fait que j'émettais le souhait d'être entendu en audition libre par les membres de la Civise. Donc c'est vrai que j'aurais pu le faire par écrit, j'aurais pu le faire autrement, je l'ai fait par ce biais-là. Et le conseil qui m'a été donné, c'était aussi de l'écrire, ce que j'ai fait. Donc la Civise, je l'ai rencontrée en réunion, je l'ai rencontrée par téléphone, et j'ai eu quelques jours avant le début du mois de juin de cette année, un appel me proposant une date d'audition. Cette audition, je savais ce que je voulais en faire. Le temps passant, c'était moins de moi dont j'avais besoin de parler. J'avais moins besoin d'être écouté. J'avais surtout besoin d'échanger sur le fait que ce que je peux dire de mon parcours soit utile à d'autres. Alors, ce n'est pas un acte de générosité totale. C'est juste parce que je voulais rappeler aux représentants au pluriel de l'État, des pouvoirs publics, de ce qui est finalement notre société, ce dont moi, quand j'avais 8 ans et demi, quand j'en avais 13, quand j'en avais 15, quand j'en avais 20, etc., de quoi j'ai manqué. J'ai manqué qu'on me repère, qu'on me détecte. Mais ô combien j'aurais voulu, ô combien j'attendais qu'un enseignant, surtout, puisse comprendre, sans que j'y mette les mots, ce que j'avais vécu. Ce que j'ai dit en audition, enfin, ça a duré presque 2 heures, mais ce que j'ai dit en audition, c'est que il faut faire de la prévention, ok, tout ça on le sait, mais il faut repérer le plus précocement possible les jeunes victimes. Il faut repérer le plus précocement, pour une raison
tout à fait évidente, mais que personne n'a compris. Cette raison, c'est qu'en fait, il y a les faits que nous avons subis, il y a les actes que nous avons subis, une fois, plusieurs fois, souvent des années. Mais au-delà de ce qu'on a subi, c'est les conséquences de ces faits, les conséquences de ces actes. Et personne réellement ne le mesure, personne ne sait réellement le mesurer. Il a fallu le travail de la Civise pour que noir sur blanc, on puisse lire dans le rapport qui a été mis en ligne il y a quelques nuits de ça, finalement, que les conséquences, c'est aussi une affaire publique. C'est-à-dire que les faits et le jugement des faits sont une affaire publique. La prise en charge, l'accompagnement des faits, des conséquences, sont une affaire publique. C'est une affaire publique parce que s'il m'a fallu plus de 20 ans pour pouvoir parler, c'est pas mon choix. C'est clairement pas moi qui ai décidé de rester muet. C'est que même quand un ami m'a dit « Mais est-ce que tu as été victime d'inceste ?» Et là, tout s'est éclairé, puisqu'en fait, c'était bien ça, mais même ce mot-là, je pensais qu'il était étranger à moi. Et la question ensuite des conséquences, c'est que les conséquences, elles se tissent à partir des faits et à partir du système dans lequel on reste prisonnier. Et les pouvoirs publics, au travers de la Civise, doivent non seulement nous amener à mettre en œuvre d'une manière claire, sans concession, les propositions qui sont faites, parce que tant qu'on n'avancera pas sur ces propositions-là, deux choses, et c'est ma conclusion, c'est que le processus de réparation auquel on aspire tous ne peut pas se mettre en place. Et ce processus de réparation, ce que la justice m'a refusé, la Civise me l'a apporté. Elle ne me l'a pas apporté en étant totalement conscient sur le moment. Mais l'audition m'a amené quelques semaines après, pendant l'été, à comprendre qu'en fait, ce qui s'était joué dans l'audition, dans cet échange, parce que c'est vraiment un échange, même si là je parle tout seul, mais l'audition c'est un échange, m'a amené réellement à me dire et à comprendre et à intérioriser que là oui, la Civise, c'était peut-être pas dans sa feuille de route, mais elle apporte la possibilité de la réparation. Et la réparation symbolique, en ce qui me concerne, elle me l'a apporté. Et ma conclusion, c'est sans doute un lieu commun. Mais ce lieu commun, à force de penser que tout le monde est au courant et de plus en parler, ça fait pour chacun d'entre nous des révoltés et on ne partage pas notre révolte. Moi, ce qui me révolte, c'est que si nous sommes 10% de la population à avoir été victime d'inceste, à avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance, c'est qu'il y a 90% de la population qui n'en a pas été victime. Cette population est complice. Elle est complice. Elle est complice tacitement, mais des fois explicitement. Elle est complice de quoi? De la protection des auteurs. Les agresseurs bénéficient de l'impunité que leur accorde la société. La Civise nous amène la possibilité de regarder les choses autrement. Elle nous oblige à regarder les choses autrement. Je ne vais pas faire le débat qui pourra avoir lieu en troisième partie sur l'imprescriptibilité. Mon point de vue a radicalement changé en 20 ans sur le sujet. Parce que la justice ne m'avait pas apporté de réponse positive, j'ai pensé, à cause de la prescription, j'ai pensé que la société pensait les choses dans mon bien. Or, je me rends compte qu'au bout du compte, c'est l'inverse. Il faut pouvoir dire et agir à tout âge quand on a été victime d'inceste et d'abus et de violences sexuelles dans l'enfance. Parce que l'enfant que nous avons été va continuer à vivre toute sa vie, avec ce poids-là. Merci beaucoup Jérôme Bertrand.